Salut à tous, je m'appelle Léa, j'ai 42 ans, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'homme que j'aimais, celui avec qui j'avais bâti une vie entière, a tenté de me faire interner dans une clinique psychiatrique pour voler mon héritage et effacer mon existence. Bah oui, vous avez bien entendu. Et franchement, même maintenant, des années après, j'ai encore du mal à croire que cette histoire soit vraiment arrivée. Mais elle est réelle, du début à la fin. Et si je la partage aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'elle pourrait sauver quelqu'un d'autre. Parce que le destin, tu vois, il nous envoie parfois des épreuves inimaginables pour nous révéler notre vraie force. Tout a commencé il y a 7 ans, à Lyon, dans notre appartement lumineux du quartier de la Croix-Rousse. Je portais ce jour-là une robe blanche à fleurs jaunes, mes cheveux relevés en chignon décontracté, et je préparais le déjeuner en chantonnant. La vie me semblait parfaite. J'étais mariée depuis 15 ans à Thomas, un homme que je pensais connaître par cœur. On s'était rencontrés à la fac de droit, lui en master de finance, moi en licence de gestion. Il était charmant, attentionné, toujours impeccable dans ses costumes gris anthracite. On avait construit notre vie ensemble, pierre par pierre, sacrifice après sacrifice. Enfin, c'est ce que je croyais. Notre vie ressemblait à celle de millions de Français, tu vois. On payait notre crédit immobilier à la caisse d'épargne, je bossais comme responsable administratif dans une PME familiale, Thomas était analyste financier dans une boîte de conseil. Rien d'extraordinaire, mais on était stable, tranquille. Mes parents étaient décédés dans un accident de voiture quand j'avais 28 ans, me laissant un petit appartement à Bordeaux que je louais puis arrondir les fins de mois. L'argent de cette location partait directement sur un livret A que j'alimentais régulièrement. Franchement, je n'étais pas riche, mais j'étais prudente. Mon passé conturbé, marqué par la perte brutale de mes parents, m'avait appris la valeur de la sécurité financière. Puis est arrivé ce qui allait devenir mon point de virada. Ma grand-mère maternelle, Madeleine, que j'adorais plus que tout au monde, est décédée à l'âge de 87 ans. C'était une femme incroyable, indépendante, qui avait monté sa propre boutique de tissus à Paris dans les années 70. Elle m'avait toujours dit, avec son accent du Sud et ses yeux malicieux, « Léa, ma chérie, l'argent n'est pas tout, mais l'indépendance financière, c'est la liberté. » Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Jusqu'à ce que le notaire nous convoque, Thomas et moi, dans son cabinet élégant du 6e arrondissement. Mon Dieu du CO. Quand Maître Durand a ouvert l'enveloppe scellée et commencé à lire le testament, mon cœur s'est arrêté. Ma grand-mère me léguait l'intégralité de sa fortune, soit environ 2 300 000 €, composée de son appartement parisien près du canal Saint-Martin, évalué à 1,2 million, plus des actions dans LVMH et Total Energy qu'elle avait achetées il y a 30 ans et qui avaient explosé en valeur. Et un compte épargne bien garni à la banque postale. J'ai regardé Thomas, assise là dans ma robe beige clair, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu avant. Une lueur étrange, un mélange de surprise, de calcul, et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. Du coup, je me suis dit que c'était juste le choc, tu vois. Qui ne serait pas sous le choc devant une telle somme? Le notaire a précisé, et c'est là que tout devient crucial pour la suite, que cet héritage me revenait à moi seul, en propre. N'entrant pas dans la communauté des biens du mariage. Ma grand-mère, dans sa sagesse infinie, avait spécifié dans son testament que ces biens devaient rester sous mon nom uniquement, pour protéger l'indépendance de ma petite fille, avait-elle écrit. À l'époque, j'avais trouvé ça un peu excessif. Pourquoi aurait-elle eu besoin de préciser ça? Thomas était mon mari, mon partenaire, l'homme de Nazi. Cette clause me semblait presque insultante envers lui. Mais ma grand-mère savait quelque chose que j'ignorais. Elle avait toujours eu cette intuition pour les gens, cette capacité à voir leur vérité occulte. Et elle avait vu juste concernant Thomas, même si je ne l'ai compris que bien plus tard. Les premières semaines après l'héritage se sont déroulées normalement. Enfin, presque. Thomas était devenu étrangement attentif, presque trop. Il me préparait le café le matin, m'offrait des fleurs sans raison, me complimentait constamment.
Ma belle Léa, tu es radieuse dans ce chemisier rose pâle. Tu as fait quelque chose de différent avec tes cheveux? C'est magnifique. Au début, je me suis dit qu'il était simplement heureux pour moi, pour nous. Que cette sécurité financière soudaine le soulageait aussi. Puis, il a commencé à suggérer des choses. Des petites choses. L'air de rien. Chérie, tu voudrais pas mettre cet argent sur un compte joint? Ce serait plus simple pour gérer nos projets communs. Ou encore, j'ai réfléchi. Et si on investissait ensemble dans l'immobilier locatif? Je connais des opportunités incroyables grâce à mon boulot. Chaque fois, je trouvais une excuse polie pour décliner. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que quelque chose au fond de moi, peut-être l'esprit de ma grand-mère qui veillait, me disait de faire attention. Ce secret que je gardais, cette prudence instinctive, allait me sauver la vie. C'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure absolument flippante. Thomas a changé de stratégie. Ça a été très progressif, très subtil, franchement diabolique quand j'y repense. Il a commencé à me faire remarquer que j'avais l'air fatigué, stressé, pas dans mon assiette. Au début, c'était 1 ou 2 fois par semaine. Léa, tu as encore oublié où tu avais mis les clés de la voiture. Tu devrais peut-être consulter un médecin. Puis c'est devenu quotidien. Tu m'as déjà raconté cette histoire hier, ma chérie. Tu ne t'en souviens pas? Chante. Le pire, c'est que j'ai commencé à le croire. Il était si convaincant, si inquiet en apparence. Et moi, avec le stress de l'héritage, les démarches administratives interminables, la gestion de l'appartement de ma grand-mère que je devais vider, j'étais effectivement épuisé. Je dormais mal, je faisais effectivement quelques oublis bénins. Mais Thomas amplifiait tout, transformait chaque petit moment d'inattention en symptômes alarmants. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous et activez la cloche, parce que les prochaines pourraient bien changer votre rapport à l'argent et votre vision des relations humaines. Franchement, ce qui va suivre est encore plus fou. Un jour, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé Thomas dans le salon avec un homme en costume sombre que je ne connaissais pas. Léa, je te présente le docteur Mercier, un ami psychiatre. Je lui ai parlé de tes troubles de mémoire et de tes angoisses, et il a gentiment accepté de passer pour discuter avec toi. J'étais tellement sonnée, debout là, dans mon tailleur pantalon crème, que je n'ai même pas protesté. Le docteur Mercier était doux, rassurant, posait des questions qui semblaient innocentes. Vous arrive-t-il d'avoir des trous de mémoire? De vous sentir déconnecté de la réalité? D'avoir des pensées confuses? Ben, évidemment que oui, comme tout le monde, tu vois, surtout après une journée de boulot stressante. Mais la façon dont il prenait des notes, dont il échangeait des regards avec Thomas, ça m'a glacé le sang. À la fin de la consultation impromptue, il m'a laissé sa carte. Madame, je pense qu'il serait judicieux de faire quelques examens approfondis. Il existe des établissements spécialisés très confortables où vous pourriez vous reposer quelques semaines et où nous pourrions établir un diagnostic précis. Oh, Liasso, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Une clinique? Pourquoi faire? J'allais bien. Enfin, je croyais aller bien. Thomas a pris ma main, l'air tellement concerné, et a dit « Ma chérie, je m'inquiète vraiment pour toi. Peut-être que le docteur a raison. Un peu de repos te ferait du bien. Et tu sais, avec ton héritage, on peut se permettre les meilleurs soins. » Mon héritage. Il avait mentionné mon héritage. Et c'est à ce moment précis, dans notre salon baigné de la lumière dorée du soir, que j'ai eu un flash de lucidité. Un événement inesperado qui a tout changé. Je me suis souvenu d'une conversation avec mon amie Claire, infirmière en psychiatrie, quelques mois plus tôt. Elle m'avait raconté comment certaines personnes mal intentionnées utilisaient le système de santé mentale pour faire interner des proches et prendre le contrôle de leurs biens. À l'époque, j'avais trouvé ça incroyable, presque romanesque. Mais là, devant le sourire trop parfait de Thomas et les yeux calculateurs du docteur Mercier, j'ai réalisé que c'était exactement ce qui était en train de se passer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Thomas ronflait paisiblement à côté de moi, tandis que je fixais le plafond, mon esprit en ébullition. J'ai fait semblant d'aller aux toilettes et j'ai pris son téléphone qu'il avait laissé charger dans la cuisine. Il n'avait jamais changé son code. 1804, la date de notre premier baiser. J'ai ouvert ses messages et là, mon Dieu, ce que j'ai découvert m'a fait l'effet d'une bombe.
Des conversations avec le docteur Mercier, qui remontaient à 3 semaines. Des discussions sur les meilleurs arguments pour convaincre un juge, sur les symptômes à documenter, sur les procédures d'hospitalisation sous contrainte. Et puis le pire, des messages avec une femme que je ne connaissais pas, prénommée Aurélie. Encore quelques semaines et on sera débarrassé d'elle. L'appartement et les actions seront à nous. À nous. Pas à moi. À eux. Mon mari menait une vie double depuis des mois, peut-être des années, et planifiait de me faire enfermer pour voler mon héritage avec sa maîtresse. La révélation était tellement énorme, tellement traumatisante, que j'ai dû m'asseoir par terre dans la cuisine pour ne pas m'évanouir. Mon jean pyjama blanc avec des petits cœurs bleus était trempé de sueur froide. J'avais envie de vomir, de hurler, de tout casser. Mais quelque chose en moi, peut-être l'instinct de survie, m'a dit de rester calme, de réfléchir, de jouer le jeu plus intelligemment que lui. J'ai pris des photos de tous les messages avec mon propre téléphone. J'ai remis le sien exactement où il était. Et je suis retourné me coucher, feignant le sommeil, alors que mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Le destin venait de me montrer la vérité occulte de mon mariage. Et maintenant, il fallait que je décide quoi en faire. Le lendemain matin, j'ai joué la comédie parfaite. « Bonjour mon chéri, bien dormi ?» Avec un sourire que j'espérais naturel. J'avais enfilé un pull en coton bleu ciel et un pantalon blanc, l'air aussi détendu que possible. Thomas m'a embrassé sur le front, tout sourire. « Tu as meilleure mine ce matin, tu vois, une bonne nuit de sommeil, c'est tout ce qu'il te fallait. C'est ouf comme les gens peuvent mentir avec un tel aplomb, franchement. » Pendant qu'il était sous la douche, j'ai appelé Claire, mon amie infirmière. Je lui ai tout raconté en chuchotant frénétiquement. « Léa, oh mon Dieu, tu dois agir vite, m'a-t-elle dit, la voix tremblante. S'il obtient un certificat médical et l'appui d'un psychiatre, il peut te faire interner de force. Et une fois là-dedans, sortir peut prendre des mois, voire des années. Pendant ce temps, autant que ton mari, il aura accès à la gestion de tes biens. » Elle m'a donné le contact d'une avocate spécialisée dans les affaires familiales, maître Sophie Arnaud, qui avait des bureaux à Lyon. J'ai pris rendez-vous pour le jour même, prétextant à Thomas que j'allais faire des courses. Dans le cabinet lumineux de maître Arnaud, j'ai tout déballé. Les messages, le plan, mes soupçons. Elle a écouté, pris des notes, et son visage est devenu de plus en plus grave. « Madame, vous êtes dans une situation de danger immédiat. Voici ce que nous allons faire. » Elle m'a expliqué qu'il fallait agir sur plusieurs fronts simultanément. Documenter sa santé mentale avec plusieurs médecins indépendants pour prouver que j'étais parfaitement saine d'esprit. Sécuriser mon héritage en le plaçant sur des comptes auxquels Thomas n'aurait aucun accès. Et préparer une procédure de divorce avec demande de mesures d'urgence. Mais surtout, a-t-elle ajouté, en me regardant droit dans les yeux, ne lui montrez rien. Continuez à jouer le jeu. Si jamais il se doute que vous savez, il risque d'accélérer ses plans et de vous faire interner en urgence sous prétexte de crise. Cette décision irréversible de mener une double vie moi aussi, de devenir à mon tour une actrice dans mon propre mariage, a été le moment décisif de toute cette histoire. C'était mon propre point de virada. Les 3 semaines suivantes ont été les plus éprouvantes de mon existence. Imaginez vivre avec quelqu'un, partager son lit, ses repas, faire semblant de l'aimer, alors que vous savez qu'il complote votre destruction. C'était un cauchemar réveillé. Mais j'ai tenu bon. Pendant la journée, quand Thomas était au travail, je courais de rendez-vous en rendez-vous. J'ai vu 3 psychiatres différents, tous indépendants, qui ont tous certifié par écrit que j'étais en parfaite santé mentale. J'ai transféré l'intégralité de mon héritage sur un nouveau compte à la Boursorama que j'ai ouvert à mon nom seul, avec des mesures de sécurité renforcées. J'ai vendu les actions LVMH et Total Energy pour diversifier mes investissements en suivant les conseils d'un gestionnaire de patrimoine recommandé par Maître Arnaud. Une partie est allée dans un PEA avec des ETF diversifiés, une autre dans des fonds immobiliers, et j'ai gardé une belle somme liquide. J'ai également, et c'est crucial, contacté un détective privé qui a commencé à documenter la liaison de Thomas avec Aurélie. Photos, relevés de cartes bancaires, montrant des dépenses dans des hôtels, tout.
Et surtout, j'ai découvert quelque chose d'encore plus choquant. Aurélie n'était pas sa seule complice. Thomas avait des dettes de jeu énormes, environ 150 000 euros, contractées dans des casinos en ligne et auprès de bookmakers douteux. Mon héritage devait servir à les rembourser. Sa vie double était bien plus sombre que je le l'avais imaginé. À la maison, je continuais à jouer la femme fragile. Thomas intensifiait sa campagne de déstabilisation. Il invitait des amis à dîner et racontait devant eux, l'air navré, que je perdais la mémoire, que avait des sautes d'humeur inquiétantes. Il cachait mes affaires, mes clés, mon téléphone, puis saignait l'inquiétude quand je les cherchais. « Tu vois, chérie, tu les avais mises dans le frigo. Tu trouves pas ça préoccupant ?» Il essayait littéralement de me faire douter de ma propre santé mentale, une technique qu'on appelle le gaslighting. Du coup, je jouais le jeu. Je faisais semblant d'être confuse, inquiète. Tu as raison, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais à l'intérieur, franchement, j'étais en mode guerre totale. La crise est arrivée un mercredi soir de novembre. Je rentrais du travail, j'avais mis ce jour-là un manteau blanc cassé que j'adorais. Et j'ai trouvé Thomas dans le salon avec le docteur Mercier et 2 ambulanciers. « Léa, ma chérie, on a appelé le docteur parce que ce matin tu as eu un épisode très inquiétant. Tu t'en souviens pas ?» J'ai regardé autour de moi et j'ai vu sur la table basse des papiers officiels, des formulaires d'hospitalisation sous contrainte. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était le moment inesperado où tout allait se jouer. « Un épisode ?» j'ai demandé d'une voix que j'espérais tremblante. Thomas s'est approché, l'air faussement compatissant. « Oui, ma chérie, tu as appelé ta sœur en pleine nuit. Tu lui as dit des choses incohérentes? Tu ne te souviens vraiment pas? Le problème, c'est que je n'ai pas de sœur. » Il venait de commettre une erreur monumentale. J'ai regardé le docteur Mercier droit dans les yeux et j'ai dit, très calmement, « Docteur, je n'ai pas de sœur. Mes parents étaient enfants uniques tous les 2. Et j'ai moi-même été enfant unique. De qui parle mon mari exactement ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Le docteur Mercier a jeté un regard interrogateur à Thomas, qui est devenu rouge d'ivoine. Je voulais dire, ta cousine, Léa, tu sais, celle qui... Il s'embrouillait, il paniquait, c'était pathétique et terrifiant à la fois. J'ai sorti mon téléphone et j'ai dit, je pense qu'il faut que j'appelle quelqu'un. Et j'ai composé le numéro de Maître Arnaud, que j'avais en numérotation rapide depuis 3 semaines. Maître, ils sont là, ils essaient de m'emmener. Vous pouvez venir? En moins de 20 minutes, mon avocate était à mon appartement, accompagnée d'un huissier. Ce qui s'est passé ensuite a été une revirvolta dramatique absolue. Maître Arnaud a sorti tous les documents que nous avions rassemblés. Les certificats médicaux prouvant ma santé mentale, les captures d'écran des messages entre Thomas et le docteur Mercier, les preuves de sa liaison avec Aurélie, les documents sur ses dettes de jeu. Elle a calmement expliqué aux ambulanciers qu'il n'y avait aucune raison légale de m'hospitaliser, que j'étais victime d'une tentative de manipulation et qu'il risquait des poursuites s'il me touchait. Puis, elle s'est tournée vers Thomas et le docteur Mercier. « Messieurs, vous êtes témoins d'une tentative d'extorsion et de séquestration. Docteur Mercier, vous risquez la radiation de l'ordre des médecins pour avoir falsifié des évaluations psychiatriques. Monsieur, a-t-elle dit en fixant Thomas, vous allez recevoir demain matin une assignation en divorce pour faute, avec demande de dommages et intérêts. L'huissier présent aujourd'hui a tout consigné. » Gent, vous auriez dû voir la tête de Thomas. Il était blanc comme un linge. Ses mains tremblaient. Le masque était tombé. L'homme charmant et attentionné avait disparu, remplacé par quelqu'un que je ne reconnaissais pas du tout. Le docteur Mercier a fui en premier, bredouillant des excuses, prétextant qu'il avait mal compris la situation. Les ambulanciers sont partis aussi, soulagés de ne pas être impliqués dans ce drame. Et je me suis retrouvée seule avec Thomas et mon avocate. « Léa, je peux t'expliquer ?» a-t-il commencé. Mais j'ai levé la main. « Non, tu ne m'expliqueras rien. Tu as tenté de me détruire, de voler ce que ma grand-mère m'a laissé avec amour, de m'enfermer dans une clinique psychiatrique pour le restant de mes jours peut-être. Il n'y a rien à expliquer. Sors de chez moi. Maintenant. » Il a essayé de négocier, de pleurer même,
Mais Maître Arnaud lui a clairement fait comprendre que chaque minute de plus sur les lieux constituait une violation de domicile. Il est parti cette nuit-là avec un sac de vêtements. Et je ne l'ai jamais revu en personne par la suite. Tous nos échanges se sont faits via les avocats. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. Thomas n'a rien obtenu de mon héritage, évidemment, puisque c'était un bien propre. Il a même dû me verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral, soit 50 000 €, que j'ai immédiatement donné à une association d'aide aux victimes de violences psychologiques. Le docteur Mercier a été radié de l'ordre des médecins après une enquête disciplinaire. Aurélie, sa maîtresse, l'a quitté quand elle a réalisé qu'il n'y aurait pas d'argent finalement. La justice inesperada avait frappé de plein fouet. Mais tu vois, le plus important n'est pas ce que Thomas a perdu. C'est ce que moi j'ai gagné. Et je ne parle pas seulement d'argent, même si franchement, gérer correctement un héritage conséquent, c'est crucial. Non, je parle de la liberté, de l'indépendance, de la victoire silencieuse d'avoir survécu à quelqu'un qui voulait m'effacer de ma propre vie. Après le divorce, j'ai pris une décision que beaucoup n'ont pas comprise. J'ai quitté mon job, j'ai vendu notre appartement à Lyon, qui me rappelait trop de mauvais souvenirs, et je me suis installée à Paris, dans l'appartement de ma grand-mère, près du canal Saint-Martin. Cet endroit, rempli de ses souvenirs, de ses objets, de son énergie bienveillante, est devenu mon sanctuaire. Je l'ai repeint dans des tons clairs, blanc cassé et jaune pâle, installé des plantes partout, créé un espace qui me ressemble vraiment. Et surtout, j'ai commencé à m'éduquer financièrement de manière sérieuse. Parce que franchement, avoir de l'argent ne sert à rien si on ne sait pas le gérer, le faire travailler, le protéger. J'ai dévoré des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, L'homme le plus riche de Babylone de Georges Clason, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. J'ai suivi des formations en ligne sur l'investissement. J'ai appris à lire des bilans d'entreprise, à comprendre les ETF, les SCPI, les différentes enveloppes fiscales françaises. Oyaso, ce que j'ai fait concrètement avec mon héritage. Et c'est là que ça devient intéressant pour vous tous qui m'écoutez. Parce que même si vous n'avez pas 2 millions d'euros, les principes sont exactement les mêmes. D'abord, j'ai créé ce qu'on appelle un fonds d'urgence. 6 mois de dépenses, soit environ 12 000 €, placés sur un livret A à la banque postale. Accessible immédiatement, totalement sécurisé. C'est la base de toute stratégie financière solide. Du coup, n'importe qui peut faire ça, même avec 1 000 € pour commencer. Ensuite, j'ai ouvert un PEA, un plan d'épargne en action, chez Boursorama. C'est une enveloppe fiscale hyper avantageuse en France. Franchement, c'est fou que tant de gens ne l'utilisent pas. Dans ce PEA, j'ai investi dans des ETF diversifiés qui répliquent les indices boursiers mondiaux. Concrètement, du MSCI World pour l'exposition internationale, du CAC 40 pour le marché français, un peu d'émergent. Investissement mensuel automatique de 1 500 €, qu'il pleuve ou qu'il vente. En 4 ans, ce portefeuille a généré environ 16% de rendement annuel moyen. Pas mal, non? J'ai aussi investi dans l'immobilier locatif, mais intelligemment. Pas un gros appartement à Paris, trop cher à gérer. Non, j'ai acheté 3 studios à Bordeaux, Lille et Marseille, dans des quartiers en développement près des universités. Loués meublés à des étudiants via des agences qui gèrent tout. Rendement locatif net d'environ 5,2%, plus la valorisation du bien. Et c'est presque du passif, je ne m'en occupe presque pas. Pour les revenus passifs, j'ai aussi mis une partie dans des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier qui versent des dividendes trimestriels. Environ 4,5% de rendement annuel sans aucune gestion de ma part. Et enfin, j'ai gardé une poche d'investissement plus dynamique via DEGIRO avec quelques actions individuelles dans des secteurs que je connais bien. Luxe français comme Hermès et Kering, énergie renouvelable, technologie. Ça, c'est ma part fun d'investissement. Maximum 10% de mon portefeuille total. Résultat. Aujourd'hui, 4 ans après cette période traumatisante, mon patrimoine a non seulement été préservé, mais a augmenté de 23%. Je génère environ 4 500 € de revenus passifs par mois, entre les loyers, les dividendes et les intérêts. Et je n'ai même pas touché au capital principal. Mon ascension financière, après une telle queda émotionnelle,
a été spectaculaire. C'était vraiment un sacrifice au début. Sortir de ma zone de confort. Apprendre tout ça, mais franchement, ça en valait tellement la peine. Mais tu vois, le plus beau dans tout ça, c'est pas les chiffres. C'est ce que cet argent m'a permis de faire. J'ai créé ma propre entreprise de conseil en gestion administrative pour les PME. Un truc qui me passionne vraiment. Je travaille depuis chez moi, à mon rythme, avec les clients que je choisis. Je voyage 3 mois par an, je fais du bénévolat dans des associations qui aident les femmes victimes de violences. Je vis enfin selon mes propres règles. Mon passé conturbado est devenu le fondement de ma force actuelle. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Une belle revanche sur la vie, non, mais le destin avait encore une carte à jouer. Il y a 6 mois, j'ai reçu un message LinkedIn qui m'a fait un choc. C'était Thomas, après 4 ans de silence total. Son message était pathétique. Léa, j'espère que tu vas bien. Je sais que je ne mérite pas ta réponse, mais je voulais te dire que je regrette profondément ce que j'ai fait. Ma vie est devenue un enfer depuis notre divorce. J'ai tout perdu. Mon boulot, mes amis, ma réputation. Je vis dans un studio minuscule à Vénissieux. Je touche le RSA. J'ai fait une dépression. Je ne te demande pas de me pardonner, mais si tu pouvais juste m'aider un peu financièrement. Le temps que je me remette sur pied. Pas beaucoup, juste de quoi payer quelques mois de loyer. Mon Dieu du ciel, j'ai relu ce message 10 fois, assise dans mon canapé blanc avec mon thé à la camomille. Incrédule. Cet homme qui avait voulu me détruire, me voler, m'enfermer, osait me demander de l'argent. Le culot était hallucinant. Franchement, c'est ouf comme les gens peuvent être déconnectés de leurs propres actes. Ma première réaction a été la colère. Une colère noire, bouillonnante. J'ai commencé à taper une réponse assassine, listant tout ce qu'il m'avait fait, lui rappelant son plan diabolique, sa trahison immonde. Mais avant d'appuyer sur envoyer, je me suis arrêtée. J'ai pris une grande respiration. Et j'ai pensé à ma grand-mère Madeleine. Elle me disait toujours « La meilleure vengeance, ma chérie, c'est de vivre bien. Les gens qui te font du mal finissent toujours par payer d'une manière ou d'une autre. Le karma existe. » Et là, je réalisais qu'elle avait raison. Thomas payait déjà. Pas parce que je lui avais fait quoi que ce soit, mais parce que ses propres choix, ses propres mensonges, sa propre vie double l'avaient détruit. C'était la révélation finale. Je n'avais pas besoin de me venger. La vie s'en était chargée. J'ai supprimé mon message rageur et je lui ai écrit calmement que je ne l'aiderais pas financièrement, mais que je lui souhaitais de se reconstruire, de se soigner et de prendre enfin la responsabilité de sa vie. Puis je l'ai bloqué, sans attendre de réponse. Cette décision a été ma vraie victoire silencieuse. Lui souhaiter le bien sans le laisser revenir dans ma vie. La preuve que j'avais guéri. Mon histoire n'est donc pas seulement une histoire de trahison ou d'héritage. C'est une histoire de résilience, d'indépendance financière et de reconstruction. Quand Thomas a essayé de me détruire, il m'a forcé, sans le savoir, à devenir autonome, forte et maître de mon destin. L'héritage de ma grand-mère n'était pas qu'un cadeau financier. C'était un test, savoir le protéger, le faire fructifier et ne pas me laisser corrompre. Aujourd'hui, je vis en paix, financièrement libre, dans l'appartement qu'elle m'a laissé. Et je sais qu'elle serait fière. Voici ce que j'ai appris. L'indépendance financière, c'est la liberté. Peu importe le montant de départ. L'éducation financière change une vie. Se protéger légalement est essentiel. Diversifier, toujours. Et surtout, ne jamais avoir peur de recommencer. Le vrai luxe, ce n'est pas l'argent, c'est la paix mentale. Pouvoir dire non, dormir tranquille, ne dépendre de personne. Si mon histoire peut inspirer quelqu'un à reprendre le contrôle de ses finances et de sa vie, alors tout ce que j'ai traversé aura eu un sens. Parce que la liberté financière ne se reçoit pas. Elle se construit décision après décision. Et toi, quand vas-tu commencer ?